Je vous salue tous, hein, salam alaikum. Je n'ai pas du tout préparé de texte, donc je vais essayer de plutôt revenir sur effectivement la présentation judicieuse des sujets que vous avez faits, et en particulier sur, vous avez bien soulevé cette problématique de technicité, hein, dans l'approche du problème. Alors évidemment, en tant qu'acteur ou chercheur, je n'aime pas trop m'attribuer le titre de scientifique parce que ça ne me définit absolument pas, mais je suis évidemment complètement, je crois dans la démarche scientifique. Je ne suis pas en train, je ne vais pas la critiquer pour la critiquer, mais simplement pour montrer ses limites et pour montrer que l'argument d'autorité scientifique dont on abuse euh, doit être questionné en permanence. Et cet argument d'autorité, effectivement, en général, a tendance même à clore le débat. Dès qu'on dit que c'est scientifique, eh ben, on a l'impression qu'on ne peut plus aller plus loin. Alors, ce que je voudrais vraiment rappeler, c'est que les philosophes des sciences actuellement ne savent pas définir ce que c'est que la science. Il n'y a pas de façon claire et limpide de définir ce que c'est que la science. Alors évidemment, je n'ai pas le temps d'essayer de proposer des alternatives ou des façons de voir, de distinguer la science d'autres activités, mais toujours en est-il qu'on ne peut pas, d'une façon récurrente, avoir recours à la science pour définir ce que c'est que le critère de vérité. La vérité, évidemment, peut être scientifique, elle peut être théologique, elle peut être de différents niveaux, mais nous avons ici un questionnement, à mon avis, qui est sous-jacent à toutes les crises que nous vivons, à savoir qu'on doit prendre des décisions, y compris politiques, par rapport à la crise sanitaire actuelle, sur le plan aussi, je dirais, des rapports interreligieux, sur le plan du dialogue interculturel, de notre place dans le monde, par rapport à la crise écologique, qui est une crise majeure. Et donc, nous avons évidemment besoin de données, nous avons besoin d'éléments, d'informations afin de prendre des décisions. Et actuellement, nous avons un véritable problème sur les modes de connaissance. On ne se questionne pas vraiment la façon dont la connaissance se fait. Nous consommons des informations, alors avec évidemment les réseaux sociaux, l'Internet, nous avons un océan d'informations qu'on a beaucoup de mal à gérer et qui ont des conséquences évidemment qu'on connaît, hein, sur tous les plans, avec le complotisme, avec les questions, donc le débat actuel, même par rapport à la crise sanitaire, on voit quand même qu'il y a des scientifiques qui sont absolument pas d'accord. Nous sommes un peu perdus et nous n'avons plus le recul, plus, je ne sais pas si on l'a eu dans le passé, mais en tout cas actuellement, nous n'arrivons plus à voir effectivement, à questionner quelle est la démarche sous-jacente pour dire que telle affirmation est vraie. Donc, cela, je pense qu'il nous manque à la fois dans les décisions politiques, effectivement, parce qu'on a l'impression qu'on est entre les mains de nos gouvernants. Nous attendons qu'ils nous disent ce qu'il faut faire parce que c'est d'eux qu'on a la source d'information ou les affirmations scientifiques sur la situation. Mais d'autre part, nous avons aussi un problème de légitimité, hein, à la fois des acteurs scientifiques qui nous donnent ces informations, et je fais aussi là aussi le parallèle avec le cadre théologique par rapport aux sources, aux savants qui inspirent. Hein, vous avez parlé de théorisme, même si je n'avais pas envie trop de prononcer ce mot, et que je n'aime pas le prononcer en général, mais c'est vrai qu'on est dans le feu de l'actualité. Et effectivement, la question de qui est légitime pour nous fournir ces informations. Parce que, évidemment, dire oui, il faut être rationnel. Alors, on va évoquer l'argument de rationalité contre des personnes qui seraient irrationnelles. Ça ne suffit absolument pas, parce que chacun, en fait, en quelque sorte, dans sa propre démarche, argumente, démontre. Le problème, il réside plutôt dans les prémices. Et donc, les prémices, comment est-ce qu'on peut les démontrer? En général, on ne peut pas. Donc là, vous voyez qu'on est face à un dialogue qui peut être de sourds, parce que chacun peut venir avec des prémices, parce qu'il a confiance dans certains postulats de départ ou dans certaines sources d'informations qui vont nourrir sa démonstration. Et donc, je ne pense pas qu'il suffise de dire oui, il faut avoir recours à la raison et tout sera résolu. Ce n'est absolument pas possible.
Alors, pour revenir donc à cette technocratie, le problème actuel, c'est que nous avons une tendance avec une forme de ce qu'on appelle le scientisme. C'est une foi démesurée dans la science comme étant la seule à la fois à fournir les critères de vérité, mais aussi à sauver l'humanité, ce qui n'est pas, évidemment, je ne suis pas en train de contester son rôle dans les crises que nous sommes en train de vivre, mais dire que seule la science est capable de nous apporter le salut, d'être salvatrice, me paraît absolument dangereux. De la même façon, ceux qui vont prétendre d'une façon très simpliste, seul l'islam est salvateur. Là aussi, je fais des parallèles parce que je pense que de part et d'autre, nous avons une tendance à avoir des visions à la fois mécaniques du monde, mécanique de la religion, mécanique des êtres humains. Et cette vision mécanique, elle implique deux choses. Elle implique que nous avons tendance à réifier tout, à chosifier en quelque sorte. Nous chosifions l'être humain, nous chosifions le salut de l'autre côté, nous chosifions la nature qui devient plutôt un objet qui va être un objet qui va potentiellement être source de gains économiques, par exemple. Et nous chosifions même les concepts, même, je dirais, les relations humaines, l'amour. Et donc, on a en quelque sorte des objets d'étude, comme vous avez très bien mentionné cela pour la crise sanitaire. Alors que, donc ça c'est la vision mécaniste que je critique en fait, que je critique, et qui aussi suppose un autre aspect, en plus de cette chosification. Si vous voulez, quand vous avez une machine, effectivement, vous pouvez la réduire à certains objets plus petits, mais vous supposez aussi que vous pouvez prédire son fonctionnement. Donc, si vous connaissez son état à l'état actuel, vous allez connaître son état dans le futur. Et là, c'est ce qu'on appelle le déterminisme. On croit que, là aussi, parce qu'on croit à cette autorité scientifique, que les sciences sont capables de prédictions bien précises. Évidemment, les définir même sans avoir le déterminisme serait compliqué, puisqu'effectivement, on s'attend à ce qu'elles soient capables de nous fournir l'état d'un système dans le futur à partir de sa connaissance dans le présent. Et nous avons en quelque sorte élargi cette attente au domaine social, économique, donc à tous les domaines en fait, de l'être humain, de la santé, de l'économie, des sciences humaines, parfois évidemment, même s'il y a une résistance du côté encore des sciences humaines, et encore de la religion, puisque même le salut devient en quelque sorte déterministe. Il suffit que je fasse telle action et telle action, que je fasse tel rituel pour atteindre le salut. Et ces deux aspects, pour ne pas citer d'autres, parce que je n'ai pas le temps non plus de m'étendre là-dessus, sont en fait le fondement de cette vision mécaniste. Alors, mon appel en quelque sorte, j'incite, je fais appel à ce qu'on essaie de s'en débarrasser. Et si on croit que la science justifie ces visions mécanistes, on se trompe, parce que la science moderne, en particulier celle que je pratique, la physique quantique, est tout sauf mécaniste. En fait, je ne parle même pas de mécanique quantique pour ne pas faire de confusion. Ça n'a rien à voir, c'est une rupture totale avec cette vision mécaniste. D'abord parce qu'on ne sait pas définir ce que c'est que ces objets, qu'est-ce que c'est que la matière. Ensuite, parce que le déterminisme, en tout cas dans la majorité des interprétations qui sont proposées pour la physique quantique, le déterminisme est complètement ébranlé. Et là, nous retrouvons en quelque sorte beaucoup de connexions avec l'héritage islamique. Par exemple, Al-Razali, qu'on accuse à tort d'avoir finalement affaibli les avancées scientifiques. Ce n'est pas le cas d'abord, parce que la période post-Al-Razali a été vraiment une période de progrès scientifique, mais aussi, lui, a critiqué lui-même la causalité. Et donc, ce n'est pas parce qu'on critique la causalité qu'on est en train de critiquer les avancées scientifiques. Et là, je pense que relativiser le déterminisme, nous en avons besoin de nos jours parce que nous sommes face à des situations incertaines. Nous avons besoin, finalement, à la fois de cohabiter, d'accepter, d'appréhender la complexité des situations, d'appréhender aussi et de vivre avec ces incertitudes qui sont là. Évidemment, la situation sanitaire le prouve. Et en même temps, effectivement, avec les êtres humains,
de ne pas dire que c'est parce qu'ils sont dans un état actuel, ils sont dans cet état-là, que dans le futur, ils vont progresser de cette façon. Donc, laisser, en fait, s'ouvrir à la fois à cette incertitude, mais aussi, face à la complexité, s'ouvrir à la perplexité. C'est un mot qui me paraît très important, parce que je crois qu'à la fois dans cette attitude technocratique scientiste, on n'accepte pas nécessairement, on n'intègre pas la complexité. Dans les conflits actuels que l'on voit, c'est pareil, on a des visions binaires et simplificatrices, réductrices à la fois des communautés, des religions, et aussi dans l'approche de plusieurs religionnaires, malheureusement, on a aussi cette tendance à vouloir, à chercher toujours des certitudes. Donc, on est plus dans des situations où chacun est cramponné à ses certitudes. Et je ne pense pas que sans perplexité, on puisse vraiment vivre cette altérité, vouloir accepter qu'il y ait plusieurs discours possibles, qui soient tous valables, pouvoir, et ce qui est d'ailleurs le cas, là aussi, si j'essaie d'utiliser la physique quantique en fait comme exemple frappant, puisque là aussi, on a plusieurs interprétations qui sont toutes en accord avec une seule expérience. Ça fait encore 2 minutes. Hein. D'accord. Et donc, en fait, on n'est pas du tout capable de pouvoir sélectionner un de ces discours et de dire c'est lui qui est vrai et les autres sont faux. Alors, on est dans la sous-détermination des théories par l'expérience. Alors ça, c'est très important, ça me paraît très important parce que c'est de cette façon, quand on dépasse cette chosification, cette vision mécaniste, ce matérialisme philosophique en quelque sorte, qui réduit tout à la matière, qui réduit le cerveau, qui réduit le corps humain à un ensemble de mécanismes, à une sorte de machine, je pense que dépasser cela est très important dans l'approche aussi, sur le plan médical, même si c'est en dehors de mon domaine, mais il me semble qu'il y a sur le plan justement médical, de quoi s'inspirer de l'histoire de la médecine en terre d'islam. Je pense que dans l'histoire, il y a encore, dans cette histoire, il y a un héritage qui n'est pas à prendre évidemment à la lettre, parce qu'il ne serait pas, on n'aurait pas des recettes toutes prêtes, il ne faut pas chercher des recettes simplement appliquées sur notre réalité, puisqu'il y a un grand décalage, ce serait complètement anachronique, mais s'inspirer de l'esprit qui était sous-jacent et du sens qu'on pouvait donner aussi. La médecine ne s'appelait pas une science, elle s'appelait un art. C'est tout un art. Et il y a un lien entre le médecin et le malade qui avait toute sa place. Il y a un souci de la psychologie du malade qui est très importante. Quand on voit actuellement à quel point on a une approche effectivement réductrice là aussi, parce qu'on a juste un corps auquel on doit administrer des médicaments et qu'on ne prend pas en compte les aspects psychologiques, qu'on ne prend pas en compte la question de la solitude d'un malade. Le cadre de l'hôpital, pensez à ces hôpitaux dans le passé qui avaient des fontaines où on avait des troupes musicales qui jouaient pour les malades, où on tissait des liens, on prenait en compte en fait les souffrances psychologiques aussi qui étaient complètement inhérentes. C'est une vision simplement holistique de l'être humain qui pourrait nous inspirer. Et là aussi, bon, le temps manque, mais c'est pareil pour la crise écologique. Je pense que sans ces liens à la fois interhumains, mais notre lien primordial avec la Terre, avec les êtres vivants, hein, nous sommes âmes. Comment ? Il va falloir clôturer tout doucement. Ah bon, d'accord, très bien. Je pense que c'est vraiment réhabiliter ce lien, ça veut dire réhabiliter aussi l'amour sans être du tout dans l'utopie. L'amour qui est, pour moi, c'est par l'amour que la création arrive. Quand on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, miséricordieux, c'est le Dieu rayonnant d'amour. Et je crois que cet amour, il est à la fois primordial dans le lien donc, entre malade et patient, mais aussi l'amour est important parce que si on veut connaître et aimer Dieu, on ne peut pas le connaître et l'aimer sans connaître et aimer les créatures, les êtres vivants et même la terre elle-même. Je vais m'arrêter là.